Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je vais vous présenter rapidement les intervenants parce qu'ils vont se présenter tout seuls. Donc là, le premier, François Arnoux de 3D Avenir. Ensuite, nous avons Arnaud Coulet de Fabulous. Stéphane Thébault de la Maison France 5 qui est là pour animer, poser des questions, etc. aux intervenants. Et Sylvain Charpiot de Drone, voilà, qui fait de l'impression 3D également. Je vous laisse peut-être vous présenter directement. Oui, bonjour. Donc, je suis François Arnoux, je suis directeur de la société 3D Avenir. Donc, nous sommes distributeurs 3D Systems, distributeurs historiques. Donc, notre métier est de conseiller nos clients vers les technologies qui correspondent à leurs besoins et de les accompagner dans la mise en place de leurs projets. Bonjour, je suis Arnaud Coulet, je suis le directeur de Fabulous. On a une société, un bureau d'études qui est spécialisé dans l'impression 3D. On travaille aussi comme maître d'œuvre sur les 7 technologies usuelles de l'impression 3D aujourd'hui. On travaille dans différents secteurs, le luxe, le médical et aussi le design, notamment sur des questions de luminaires qu'on pourra développer un peu plus peut-être maintenant. Bonjour, donc Sylvain Charpiot, fondateur de la start-up Drone, qui a 1 an et demi et qui fait du mobilier, objet déco imprimé en 3D avec une imprimante réalisée maison. Pour ce faire, vous avez des objets pour montrer comme c'est différent de l'impression 3D traditionnelle. On peut faire aussi des logos et des enseignes pour tout ce qui est communication. Merci, moi je suis Stéphane Thébault, je suis journaliste sur France 5, je présente un magazine qui s'appelle La Maison France 5 et par définition je suis quelqu'un de curieux. Donc je vais essayer d'aller un peu dans le sens des questions que vous pourriez vous poser les uns les autres, mais vous aurez tout le loisir de poser des questions un peu plus tard pour essayer de mieux cerner, de mieux comprendre cet univers qu'est l'impression 3D aujourd'hui et de voir de quelle façon ça va peut-être révolutionner notre quotidien aux uns ou aux autres. Je vois par exemple les différents objets qui sont ici. Ma première question elle est toute simple, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des moulages et qu'on réalise ce genre de pièces au niveau industriel? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire appel à l'industrie et à l'impression 3D? Alors, pourquoi on fait appel? Parce que c'est des productions de petites séries et moyennes séries. On ne destine pas à faire les produits qui sont issus de drones pour faire de la grande série et les distribuer de partout. C'est vraiment faire des objets uniques qui deviennent un peu les objets du client final et qui peut dire, voilà, moi j'ai une série limitée, j'ai quelque chose qui est unique. Vous disiez que vous pouviez faire sur du petit format, sur du plus grand format. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'elles sont liées directement à l'imprimante, à l'outil? Ou est-ce que c'est autre chose qui, à un moment donné, vous résonne dans le temps? Alors c'est pour l'instant limité en effet à la machine et au process que j'ai constitué parce qu'on utilise du plastique qui est chaud. À plus on fait petit, à plus on va reposer des couches par-dessus et à plus il faudra de temps pour refroidir le matériau. Donc ça c'est pour la petitesse des objets. Pour la grandeur des objets, la limite c'est la machine que j'ai constituée, mais j'ai quand même un plateau de 2,40 m par 1,40 m et je peux monter à 1,50 m. Donc j'ai quand même un peu de marge. La question aussi que tout le monde se pose, c'est le temps de réaction entre l'idée qu'on a et la réalisation d'un tel objet. On imagine souvent les ordinateurs, des logiciels, etc., etc. Il faut des programmateurs derrière pour réussir à sortir une pièce. Est-ce que c'est très simple aujourd'hui? Je viens vous voir lundi. Quand est-ce que je peux avoir la pièce? Eh ben, vous l'avez le lundi à midi. Si vous venez à 8-9 heures. En expliquant tout cela, comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, l'impression 3D, on modélise sur un logiciel 3D l'objet qu'on veut créer. Une fois qu'il est modélisé, moi je le transforme en un code qui est compréhensible par la machine que je réalise, mais comme toute machine pourra le faire aussi. Moi j'ai une spécificité, c'est que j'ai fait ma propre machine et qu'elle marche spécifiquement sur le code que j'ai créé. Mais toutes les autres machines c'est basique après. Donc vous appuyez sur le bouton et la machine vous fait l'objet devant vous. Et si vous voulez le corriger, vous pouvez le corriger. Vous venez corriger le fichier d'origine et après vous faites l'objet et vous appuyez sur le bouton. Voilà, pour faire des objets grand format, ma machine est assez adaptée. C'est pour ça que je peux me permettre de dire lundi midi parce que là, on a une demi-heure de production, alors que les plus petites machines, l'impression 3D traditionnelle, c'est un peu plus lent pour faire des gros objets. Voilà. Moi, j'ai vraiment destiné à faire des gros objets pour mon impression. Une question juste d'ordre technique pour savoir si au niveau de l'écoute, c'est confortable pour tout le monde, si vous entendez les différents intervenants. Je vais donc vous rappeler qu'effectivement, un micro, c'est comme un esquimau. Il faut le poser sur le menton. Si vous parlez ici, on ne vous entend pas. Si vous parlez ici, on vous entend.
C'est très simple. On avait eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années. On en était au balbutiement, je dirais peut-être, de l'impression 3D. C'était les petits personnages que vous créiez à l'époque. Aujourd'hui, je vois qu'effectivement, on est sur des objets de beaucoup plus grande taille. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a encore une révolution qui va s'opérer? On voit des objets ou des meubles qui peuvent peut-être être réalisés en impression 3D. Je sais qu'en Chine, ils sont même allés jusqu'à construire une maison. Oui, tout à fait. La technologie évolue. Quand l'impression 3D, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. On le dit jamais assez souvent. Les premières machines ont 30 ans quand même. Hein. Donc dans l'industrie, on n'utilisait pas la domination impression 3D, mais c'était de la fabrication numérique. Et même ces technologies-là continuent d'exister et s'appellent toujours. S'appelle maintenant impression 3D. Ensuite, on a eu l'arrivée des petites machines. Des petites machines qu'on a vues à la télé, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on dénombre à peu près 1000 fabricants de petites machines dans le monde. C'est pas là qu'est le marché. La révolution, on parle de révolution industrielle. Dans révolution industrielle, il y a industriel. Donc effectivement, aujourd'hui, le marché a mûri. On arrive vers des machines de production, des machines de grande taille. Sur différentes technologies, sans faire une explication technique détaillée, vous avez trois types de technologies complètement fondamentalement différentes. Vous avez le dépôt de matière fondue, hein, le fil. Donc effectivement, on va avoir des petites machines, des grosses machines, voilà, ça c'est une technologie. On va avoir des résines liquides qu'on va polymériser sous l'effet d'ultraviolet. Hein, ça c'est un petit peu la technologie la plus ancienne, à vrai dire. Et on va avoir également des technologies poudre. Et là, on aura des pièces couleurs, on aura des pièces plastiques, on aura même des pièces métal. Donc aujourd'hui, effectivement, dans chacune de ces technologies, comme en 2D d'ailleurs, chaque technologie a sa raison d'être, hein, puisqu'elle existe, c'est qu'effectivement, elle a son utilité. Donc on est en train de voir beaucoup de progrès et on est vraiment rentré dans une ère industrielle. Alors moi, je suis ravi d'apprendre qu'effectivement, ça fait 30 ans que les machines existent. Je me dis pour autant, et je me retourne effectivement vers l'assistance, j'ai pas moi la possibilité à un moment donné d'aller vous voir en tant que particulier pour faire réaliser un objet unique. Ou alors il faut me donner à chaque fois une adresse bien précise. Je sais que vous pouvez certainement pas être partout en France, mais comment est-ce que j'opère moi pour faire réaliser justement une pièce de ce type-là, pour faire réaliser un robinet, un luminaire comme on le verra d'ici quelques instants avec monsieur? Comment ça se passe? Oui, alors après, effectivement, ça c'est le métier des prestataires, hein, qui eux vont opérer les machines. Hein, et donc, pour faire un objet unique, je dirais que c'est le but de l'impression 3D, c'est justement de faire des objets uniques. Hein. Vous parliez tout à l'heure l'histoire du moule. Un moule, c'est un outil. Hein, il a une capacité. Si on veut augmenter la production, il faut en faire 2, il faut en faire 3, il faut en faire 4. L'impression 3D ne dématérialise pas les objets, hein, comme on a pu le voir pour la musique, pour les livres, pour tout ce qu'on a dématérialisé. L'impression 3D dématérialise en fait l'outillage. On travaille sans outillage. Donc effectivement, chaque pièce sera différente, chaque pièce sera unique. Et les différents intervenants qui sont nos clients, eux vont apporter une valeur ajoutée. Donc le fait de posséder des machines, le fait d'avoir une expertise, etc., vont apporter une valeur ajoutée. Avec un modèle qui ressemble beaucoup à la 2D finalement. Hein. Alors, je me dis aussi qu'il y a forcément un coût qui est attaché à cette réalisation. Quand on parle effectivement d'objets qui sont des pièces uniques, on est pratiquement sur le principe du prototype. Lorsqu'on fait effectivement des objets en grande distribution, en grande production, on se dit que c'est l'économie d'échelle qui va s'opérer. Là, si je fais à chaque fois des pièces uniques, est-ce que ça va me coûter la peau des fesses ? Alors, effectivement, il faut surtout pas raisonner comme on faisait dans le temps, et il faut surtout pas comparer les solutions. Si on compare une solution avec des outillages et qu'on regarde le prix pièce, une fois que les outillages sont faits, etc., effectivement, on va pas fonctionner. Ça, c'est une chose importante. En impression 3D, alors là, on parle de décoration, on parle de choses où là, c'est intéressant de faire des pièces uniques, hein, parce qu'on va personnaliser. L'industrie, l'impression 3D prend une très grande place dans l'industrie. Vous savez, dans l'industrie, si une solution est choisie, c'est parce qu'elle est moins chère. Hein, jamais l'industrie prendra une solution plus chère parce que pour être dans l'air du temps ou autre. Donc, on va raisonner en coût-solution. Si on est sur un produit industriel, il va falloir faire des outillages, ça prend du temps, il va falloir les mettre au point. La mise au point, ça veut dire qu'il y a des modifications. Pendant ce temps-là, il faut produire, il faut faire une modification. On pourrait en parler longtemps. Donc tout ça, c'est extrêmement coûteux. Ensuite, quand on va produire, on est obligé de faire des grandes séries. Si on a besoin de 100 pièces, on va en faire 2000. Voyez. Après, pour la pièce détachée, etc., il va y avoir des tas de coûts cachés comme ça.
Donc aujourd'hui, de plus en plus, alors c'est une tendance, hein. Il n'y a pas une mutation radicale vers l'impression 3D. Mais on a une tendance à effectivement concevoir les produits comme ça et on travaille sans outillage. Ce qui veut dire qu'on peut déployer très vite, etc. Donc on le voit dans l'industrie, on le voit dans la déco. Et tous ces modèles-là ont vraiment un intérêt s'ils sont tous différents, c'est clair. Très bien. Je reviendrai vers vous d'ici quelques instants pour savoir quels sont peut-être les outils à mettre en place pour que ce soit de plus en plus accessible au grand public. On va s'intéresser à votre travail avec la société Fabuleuse. J'ai vu quelques-unes de vos réalisations. Alors, je ne sais pas si ce sont des projets, si ce sont des choses qui ont été réalisées. Je ne sais pas où on peut les trouver. Je ne sais pas sur quel type de matériaux vous avez travaillé. Il va falloir m'éclairer sur tous ces sujets. Alors, on va essayer déjà de montrer un petit peu, parce que je pense qu'effectivement, il faut rentrer un peu dans l'opérationnalité, l'effectivité et la réalité de ce qu'est l'impression 3D. Alors, attendez, je vais essayer de... Ça va bien marcher. Ça va pas. Hop, ça va pas. Bon. Alors, on va faire autrement. L'impression 3D, ça marche. L'informatique, Voilà. moins. C'est ça. C'est ça. Alors déjà, pour faire un petit point, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'impression 3D, c'est effectivement plusieurs gammes de matériaux. Et c'est ça qui est intéressant. Là, quand on parle d'impression 3D, on ne parle pas uniquement d'impression 3D qu'on peut voir souvent dans les médias avec des petites machines. On parle d'impression 3D industrielle. Et là, on peut faire des choses très intéressantes comme, alors, évidemment, tous les plastiques, mais aussi tous les métaux hein, dont vous parliez tout à l'heure. Et donc là, on est vraiment dans des pièces finalement à haute valeur ajoutée. Et c'est ça qui nous intéresse, notamment dans le design. Alors, d'un point de vue très... je vais montrer un projet qu'on a fait, nous, par exemple. Ça va bien marcher aussi. C'est dans les luminaires. Voilà. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser justement un des bénéfices de l'impression 3D qui est de pouvoir faire des formes assez complexes, avec des designs assez complexes, enfin assez élaborés, et d'utiliser des matériaux, notamment dans les luminaires, qui sont des matériaux de type polyamide, hein, de ce type-là, voilà, qui sont blancs mais qui permettent de refléter la lumière, ou des plastiques ou des résines qui peuvent être transparentes, pour pouvoir faire ce type de design. Donc là, ce qui nous a importé dans ce projet, bon, on raconte l'histoire du web sur des bas-reliefs contemporains. Bon, c'est une thématique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment avoir une précision très importante, si vous voulez, sur des machines industrielles. Là, sur cette technique-là, qui est une technique qu'on appelle de frittage laser, on peut être autour de 4-5 microns de précision. Donc, on peut avoir une finesse du détail qui est très intéressante. Donc voilà, aujourd'hui, l'impression 3D, c'est ça la réalité, c'est pouvoir faire des objets à haute valeur ajoutée, plutôt premium, qui ont un certain coût, effectivement, mais qui permettent de de libérer le design. C'est ça le thème de la conférence aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis effectivement toujours dans ce regard du particulier. J'ai une idée de luminaire que je veux faire réaliser. Je sais sur quel type de matériaux je vais le faire réaliser. Est-ce que je vais me tourner vers un serrurier, quelqu'un qui va faire de la dinanderie, quelqu'un qui va travailler le métal de manière complètement différente, ou est-ce que je peux venir vous voir en disant « Pouvez-vous traduire mon croquis en une réalité sur votre ordinateur qui va ensuite donner des codes, comme vous le disiez, à votre machine et qui va me sortir ma lampe ?» Ça, c'est complètement possible, envisageable en tout cas. Oui, c'est même notre quotidien. En fait, en réalité, aujourd'hui, c'est vrai que l'impression 3D existe depuis 30 ans, 40 ans, mais on a un moment maintenant où des industries intermédiaires, on va dire, commencent à exploiter ces technologies. Simplement, on ne sait pas trop comment le faire. Donc, c'est un petit peu comme finalement le web il y a quelques années. Tout le monde trouvait ça formidable. En revanche, comment on fait pour y aller? Quels avantages compétitifs on peut retirer, etc. Donc, nous, notre travail, c'est ça. C'est d'abord un travail de bureau d'études applicatifs, par exemple dans le secteur du design, sur comment utiliser la modélisation 3D, le design pour pouvoir faire des pièces qui sont imprimables en 3D derrière et trouver les bonnes solutions techniques et matières pour ce faire. Donc effectivement, vous pouvez venir avec un croquis 2D. À ce moment-là, il y a une première étape qui va être de modélisation 3D qui permet derrière de travailler sur ce type, par exemple, de projet qu'on a mené ici. Moi, je suis ravi de savoir que c'est votre quotidien aujourd'hui. Et heureusement que c'est votre quotidien parce que c'est votre activité. Mais je pense que toutes les personnes qui sont
là avec moi, sont dans la même remarque. C'est-à-dire que ce n'est pas encore dans notre quotidien l'impression 3D, ou en tout cas peut-être que ça l'est et qu'on ne le sent pas ou qu'on ne le sait pas. Selon vous, quels sont aujourd'hui les freins pour expliquer le fait que ce n'est pas aussi présent dans notre quotidien? Est-ce que ça veut dire que les industriels, ceux qui fabriquent les machines, est-ce que ce sont les prescripteurs, les architectes d'intérieur, les décorateurs, les designers qui ne sont pas encore suffisamment curieux de cette nouvelle technologie qui explique le fait que, ben voilà, on a ça sur votre ordinateur, il y a quelques réalisations qui sont opérées ici, mais je me dis, c'est pas encore demain que je vais pouvoir réaliser une lampe sur mesure. Alors, je pense qu'on peut peut-être avoir des points de vue assez différents les uns les autres là-dessus. Nous, notre parti pris, c'est déjà on travaille uniquement avec des entreprises, effectivement, parce qu'il y a quand même un certain nombre de barrières. La première barrière, c'est d'abord la modélisation 3D. C'est-à-dire que, voilà, on a tous, sur nos ordinateurs, on fait tous de la photo, on a tous des logiciels de retouche photo sur nos ordinateurs. Est-ce qu'on les utilise? Très peu. Là, ça va être un peu la même problématique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imprimer si on ne fait pas bien le fichier 3D. Donc ça veut dire que c'est forcément un frein à la pénétration, par exemple, des imprimantes 3D domestiques, donc dans les foyers. Et donc aujourd'hui, la réalité, enfin en tout cas c'est mon point de vue, c'est que la réalité de l'impression 3D, c'est une réalité industrielle. Ce sont des machines industrielles. Quand on parle d'impression 3D métal, on parle de machines qui sont... Voilà, qui sont capables de faire des pièces à très haute valeur ajoutée, mais qui valent aussi très cher. C'est des machines qui valent plusieurs millions d'euros. Donc on est plutôt dans cette réalité-là. Après, il y a un autre mouvement, effectivement, de machines domestiques mais qui représentent un marché micro, en fait, hein, de 5 à 10%, c'est ça. Voilà, mais voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins. On n'est pas dans cette... il faut voir l'impression 3D comme une technique complémentaire à l'industrie pour faire des pièces à haute valeur ajoutée. D'accord. Votre regard également sur ce que j'évoquais il y a quelques instants, à savoir comment avoir accès justement à ces petites merveilles. Comment avoir accès à ces machines? Quel est le cheminement idéal? Vers qui dois-je me retourner pour pouvoir obtenir ce genre de pièces? Alors, donc, effectivement, il y a plusieurs étapes. Il y a effectivement la création, hein, parce que faut pas. Je me souviens au tout début, quand on commençait à parler des imprimantes 3D, les gens avaient tendance à mélanger création et fabrication. Hein. Donc nous n'avons pas, nous n'avons pas votre talent. Les machines, elles impriment ce qu'on leur demande et nous, on explique à nos clients comment les faire marcher. Après, la création du produit, c'est là qu'effectivement la valeur ajoutée. Et donc il y a un raccourci effectivement qu'il ne faut pas prendre, c'est de penser que la machine va créer à la place. Ça, jamais. Ça fonctionne pas. En revanche, elle va permettre aux créateurs d'être totalement libres. Alors, il y a des contraintes, elles sont différentes, hein, d'accord? Donc on peut faire des choses très très différentes. On commence à fabriquer des formes qui ressemblent à des choses organiques. Hein. Donc je vais me référer encore à l'industrie, parce que l'industrie est effectivement moteur sur tout ça. Aujourd'hui, vous avez tous vu des simulations de résistance des matériaux. On voit des pièces qui fléchissent avec des couleurs. Donc quand c'est rouge, c'est que les contraintes sont élevées. Quand c'est bleu, c'est moyen. Quand c'est vert, elles sont faibles. Donc avant on faisait ça, on disait bah, tiens là il y a des contraintes élevées, il faut mettre plus de matière, etc. Et maintenant on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on va dessiner, là j'ai vu un modèle tout à l'heure sur l'écran d'une pièce d'avion par exemple, on pourrait le faire en déco aussi, et ça se fait même. C'est-à-dire qu'en fait on va enlever la matière qui ne sert à rien, et on va faire ce que fait la nature. C'est-à-dire qu'on va avoir des pièces organiques. Avant, tout ce qui était fabriqué par l'homme, ça avait tendance à être géométrique. Hein. On faisait des ronds, des carrés, des formes, des choses comme ça. On cherchait la simplicité. En impression 3D, la complexité est gratuite. Imprimer une pièce compliquée, ça ne coûte pas plus cher que d'imprimer une pièce simple. Donc on ne va pas se priver. Et donc là, maintenant, on commence à avoir des outils qui vont effectivement optimiser, on appelle ça de l'optimisation topologique. On va mettre de la matière que où on en a besoin. Et on va avoir des pièces qui vont ressembler à un os, on va avoir des pièces qui vont ressembler à un arbre, etc., à des choses que font la nature. Et ça ouvre des perspectives intéressantes. Donc on n'est pas du tout dans une logique de coût, etc. On est dans une logique de création de valeur. Enfin, on pourrait parler de ça longtemps. On crée de la valeur. Hein. Donc le discours de dire c'est plus cher, c'est moins cher, c'est pas le discours.
Hein. Encore une fois, si l'industrie adopte, c'est que ça lui coûte moins cher, sinon on ne le ferait pas. Avant de proposer un jeu de questions-réponses avec l'assistance, avec les gens qui sont juste en face de nous, une dernière question sur les progrès réalisés également dans l'impression numérique. Il y a quelques années, lorsque je vous avais rencontré, pour réaliser une pièce, il fallait un certain nombre d'heures. Ça passait pas mal de temps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a gagné en rapidité, on a gagné en efficacité, on a gagné également sur les matériaux. Vous citiez effectivement tous les matériaux qu'il est possible de travailler en matière d'impression 3D. On rappelle, il y a le métal, il y a le plastique, il y a les résines, il y a tout cela, c'est ça ? Oui, après, chaque machine peut utiliser un matériau spécifique. Vous avez parlé des maisons tout à l'heure, donc c'est du béton. Donc en effet, on peut aller pratiquement dans tout. Moi, je me suis spécialisé dans le polymère, mais on peut aller pratiquement dans tous les matériaux. C'est clair, il y a même des organes aujourd'hui qui sont faits. Donc on parle de cellules souches, donc oui, on peut aller dans plein de domaines, hein, c'est clair. On citait tout à l'heure avec vous le domaine médical. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser aux professionnels qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont pouvoir vous éclairer sur ce domaine qui est encore peut-être de l'ordre de la science-fiction pour certains d'entre vous, l'impression 3D? N'hésitez pas à lever la main, je me rapprocherai, je vous passerai le micro si vous avez des questions à poser, si vous êtes curieux tout simplement d'en savoir un petit peu plus. Génial. Ah, voilà, je savais bien qu'il allait y avoir une question. Je me disais, un monsieur avec une cravate, il va simplement forcément me poser une question sur le prix. Sébastien Planès, groupe GA. Oui, la lampe dont on parlait tout à l'heure, j'aimerais savoir si je la choisis dans un site italien de design et que je la choisis dans une filière d'impression 3D. Est-ce que c'est moins cher, plus cher, aussi cher? Quel est l'intérêt d'aller vers un objet de cette filière d'impression par rapport à un objet existant qui est déjà accessible au niveau design? Merci. Qui souhaite répondre à cette question? Bonjour. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien entendu, mais j'ai compris que c'était une question de coût, c'est ça? En fait, je reviens sur ce que disait François tout à l'heure, c'est-à-dire que quel que soit le domaine dans lequel on est, que ce soit dans le design, dans le médical, ou dans le luxe, la question, elle est aujourd'hui, est-ce qu'on fait un moule? On passe par une technique traditionnelle et à ce moment-là, ce moule, il faut le rentabiliser à un moment donné. Et pour le rentabiliser, il faut vendre beaucoup de pièces. Donc là, on est plutôt dans une grande distribution, on va dire. Voilà. Ou est-ce qu'on est plutôt sur l'idée qu'on ne va pas faire un moule, on va utiliser les technologies 3D au plus fort des bénéfices qu'elles peuvent apporter. C'est-à-dire, on a parlé des formes complexes, on a parlé des matériaux médicaux, par exemple, on peut avoir des matériaux qui sont adaptés. Enfin, bref, il y a tous ces bénéfices. Et donc là, nous, sur nos projets, on peut être, on va dire, sur des séries de 5, 10 000 pièces annuelles, pas plus, qui permettent, si vous voulez, de sortir des produits qui sont comme je disais tout à l'heure, à forte valeur ajoutée, qui ont un coût, parce que je ne vais pas vous dire que l'impression 3D industrielle n'est pas peu chère, c'est pas vrai, mais si on prend le ratio moule, duplication ou pas moule et donc impression 3D, ça peut être plus intéressant sur ces projets de le faire. Donc sur les luminaires, là on est plus sur des questions de collection, de design. Donc du coup on est plutôt sur des toutes petites séries. Donc c'est ça l'intérêt de l'impression 3D pour les questions de coût. Je crois qu'il faut voir un peu comme dans le métier aujourd'hui, on a beaucoup de graphistes, beaucoup de gens qui font de l'impression à plat. Il faut prendre la révolution de l'impression 3D comme la révolution du numérique ce qu'a apporté à votre métier. Vous avez pu faire des affiches grand format en unique et en très petite quantité. L'impression 3D, c'est vraiment ce que ça permet d'apporter à ce métier, quoi. Voilà. On évoque un chapitre qui est un chapitre complètement d'actualité parce que on a tous plus ou moins les mêmes téléphones portables, mais vous remarquerez qu'on a tous des coques complètement différentes. On a tous les mêmes voitures, mais on a changé la couleur des rétroviseurs, la couleur du toit, la couleur de l'intérieur. On est dans une volonté de personnaliser au maximum, c'est-à-dire que je veux bien la même maison que mon voisin, mais idéalement un petit peu différente. Et c'est là qu'effectivement l'impression 3D peut apporter des solutions rapides, efficaces et tout à fait pertinentes. Vous parlez de voitures, par exemple, il y a une start-up américaine qui vient de se lancer justement sur l'impression 3D de carrosserie, on va dire, pour faire simple,
Et c'est effectivement ce qu'ils visent, c'est moi je vais avoir une belle voiture et je ne veux surtout pas avoir la même voiture que mon voisin. C'est exactement ce que vous avez évoqué. Donc l'intérêt, si vous voulez, l'impression 3D, c'est ce que nous on appelle la production personnalisée, la mass customization, comme les Américains disent. Et c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le luxe? Est-ce que le luxe, c'est pas aussi justement la personnalisation? Et l'impression 3D permet ce bénéfice-là. Et donc, quand on voit ce genre de start-up qui sont en train de sortir, voilà, avec des gros moyens, qui ont un marché en tête, qui est très précis, on n'est pas sur... Enfin, voilà, on est sur, sur des vrais marchés industriels, mais de l'industrie avec de la production personnalisée. Pour essayer d'aller un peu dans le sens de la question que posait monsieur, on va essayer de prendre un exemple concret à travers les luminaires que vous nous avez montrés tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter peut-être sur un exemple de lampe que vous avez réalisé? Alors, je peux vous montrer. Alors, imaginons qu'on prenne cette tête d'ours ici. Oui, alors c'est pas nous qui l'avons fait. C'est pas vous, mais bon, vous allez peut-être pouvoir me guider. Imaginons que ceci a été réalisé en moulage sur un matériau quelconque. Combien me coûterait-il en grande distribution? Combien me coûterait-il en impression 3D? C'est un peu la question toute bête qu'on pourrait être amené à se poser, parce que je me dis, ça devient une pièce unique. À ce moment-là, c'est réservé à une certaine élite. On est dans l'artisanat d'art. C'est quoi exactement l'impression numérique? Encore une fois, on ne peut pas comparer les solutions. C'est la solution qu'il faut comparer. Si vous faites une pièce unique, hein, je sais pas, je vois une image en face de moi, là, combien ça a coûté de l'imprimer, combien ça a coûté de la créer? Vous voyez, je suis sûr que c'est sans commune mesure. C'est ce que je vous disais, on est dans l'artisanat d'art, on fait de la pièce unique, c'est un tableau, c'est une gravure, c'est un buste, c'est une sculpture, c'est tout ce que vous voulez, mais une pièce comme celle-ci réalisée en impression 3D, avec à peu près la forme qu'elle a, il faut compter combien à peu près? Ça, c'est pas moi qui pourrais répondre. Alors, bon, j'achète pas la machine, hein. J'achète que l'objet. Non, très bien, mais après, voilà, ce que... en fait, pour vous dire, je ne connais pas l'encombrement exact là, comme ça, là. Mais grosso modo, sur des encombrements de machines, là on est plutôt sur des machines qu'on appelle de frittage de poudre en polyamide. Oui. On est sur des encombrements, je crois, de 60 cm3 à peu près, qui valent 3 000 €. Voilà. D'accord. En production machine. Mais je vous dis ça comme ça à la louche, ça dépend évidemment comment on remplit la machine, ça dépend évidemment d'autres critères, mais grosso modo c'est ça. Non, c'est important d'avoir un ordre d'idée, parce qu'effectivement, si demain un architecte, un décorateur, un designer vient vous voir et qu'il n'a aucun ordre de prix, bien sûr, il va peut-être pas forcément venir taper à votre porte. Donc c'est important effectivement de savoir ce que ça peut représenter en coût. On sait que c'est une pièce unique, et une pièce unique, forcément, ça coûte plus cher. Mais bon, avoir un ordre d'idée, c'est pas mal aussi pour éviter de partir dans tous les sens. C'est anecdotique, hein, je le répète, hein, on a donné ce prix, c'est pas, allez pas demain dire je veux cette tête-là pour 3 000 €, je ne sais pas si ce sera exactement le prix. Y a-t-il d'autres questions que vous souhaiteriez poser? Messieurs, j'arrive. Bonjour, La Frontière Claude. Je voulais vous demander, est-ce que c'est dans votre volonté, dans votre idéal, que la technique que vous proposez reste dans un cadre purement industriel, vraiment quelque chose d'assez limité? Est-ce que vous êtes plus pour une raréfaction de l'objet plutôt qu'une grande industrialisation, ou pour vous que c'est pas la peine que l'impression 3D s'y mêle, quoi? Il y a déjà une réponse à ce besoin-là. Ah, voilà, je vous laisse. Pour ce qui concerne la start-up que j'ai créée, en fait, moi, ça va dans le cadre de la popularisation de l'impression 3D. Par contre, vous voyez que mes objets, ils sont un peu plus grossiers. Mais par contre, ils résistent à faire des chaises ou des... Moi, je suis parti de l'idée de faire du mobilier personnalisable, mobilier objet déco personnalisable, donc forme, dimension, couleur et matériaux, et de pouvoir les créer hyper localement. Donc moi, j'ai même ajouté cette chose-là, justement pour aller toucher le monsieur tout le monde. Par contre, là, on est sur une techno que j'ai développée tout seul. J'ai dû développer ma techno tout seul pour y arriver. J'ai dû aller chercher mes fournisseurs, j'ai dû faire tout. Maintenant, c'est vrai qu'après, on a d'autres machines. On a parlé de machines qui valent des millions. Là, c'est clair que c'est des machines qui sont destinées
à de l'industrie parce qu'une pièce prend des heures et des heures à être créée. Voilà, moi j'ai vraiment... après, il y a deux visions. Je suis un peu pionnier. Moi, la machine que j'ai faite, elle a 2 exemplaires au monde. Je suis le seul en France, donc. Et donc, voilà. Et après, il faut des pionniers. Il faut se dire, allez, on y va et on essaie d'y aller. Maintenant, c'est vrai que vous avez aussi les petites imprimantes 3D qui sont grosses comme un cube de 30 cm par 30 cm. Vous pouvez en acheter une pour 200 €. Vous pouvez la mettre chez vous et vous pouvez créer vos objets. Il y a des gens qui montent des sociétés avec ce genre de machine peut-être un peu plus chère pour faire de la meilleure qualité, mais on y arrive. Aujourd'hui, vous faites une figurine, vous scannez votre visage, vous faites votre figurine pour une centaine d'euros. Vous avez votre figurine de vous avec les couleurs, avec tout. Voilà, donc on arrive, enfin il y a vraiment il y a plein de business, il y a plein d'ouvertures. C'est comme on a tous notre imprimante à papier chez nous et vous êtes des professionnels dans l'industrie graphique et vous avez vos machines qui sont vraiment destinées à faire d'autres applications. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui, non, je voulais juste ajouter une petite réponse à votre question. En aucun cas, l'industrie ne décide ou pas de faire plutôt des machines industrielles ou pour les consommateurs. Ni dans l'impression 3D, ni ailleurs d'ailleurs. C'est le marché qui décide, c'est vous qui décidez, c'est les clients qui décident. D'accord ? Donc effectivement, on voit apparaître des petites machines. Ces petites machines, elles ont leurs possibilités, elles ont leurs capacités. Il faut que l'utilisateur il ait certaines compétences, etc., qui prennent du temps. Hein. Si vous imprimez des photos à la maison, ça prend plus de temps que de cliquer sur Internet et de faire acheter. Donc c'est le marché qui décide, c'est le marché. Donc des grosses machines seront forcément plus performantes, elles feront des pièces de meilleure qualité, elles seront plus rapides, elles seront plus productives, et donc au final, le consommateur final achètera une pièce de meilleure qualité pour moins cher. Hein. C'est le marché qui décide, c'est le consommateur, jamais l'industriel, jamais. Merci. Monsieur, vous vouliez poser une question? S'il vous plaît, oui. Oui, bonjour. Olivier Lebrun, Graphimage. J'aurais à avoir une question concernant la propriété industrielle, tout ce qui est droit d'auteur, etc. Puisque nous a fait les éloges de la 3D, c'est-à-dire qu'on peut modéliser une pièce, alors on y arrive ou on n'y arrive pas, ou on peut la scanner en 3D, on l'exporte en STL, etc. et on l'imprime. Si c'est un modèle qui est copié, et aujourd'hui c'est illimité, c'est-à-dire qu'on peut... Quelles sont les parades? Et aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir au niveau de cette protection, droit d'auteur, etc. En fait, il n'y a pas de différence, que ce soit de... C'est pas d'aujourd'hui qu'on peut copier des plans. Avant, les plans ils étaient sur papier. On pouvait copier des plans sur papier, on pouvait les échanger sur Internet. Aujourd'hui, les plans sont en 3D. Je parlais tout à l'heure d'optimisation topologique. On ne sait pas faire de plans d'une pièce avec des formes organiques. On ne sait pas faire les plans d'un os, par exemple. Alors on fabrique des choses comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Effectivement, un fichier 3D donne des informations. C'est les informations qui peuvent être échangées. Tout ça, c'est régi par les mêmes lois. Moi, je ne vois pas de différence avec le reste, en fait. Même les photos, les images, le propriétaire reste le propriétaire. Et si quelqu'un l'utilise de façon illégale, c'est illégal. C'est la même chose. Oui, attendez, je vais vous passer le micro, monsieur. Il y a un temps pour la digestion et après on se réveille, hein, c'est ça? Du coup, moi, ma question, c'était, vous n'avez pas de propriété intellectuelle sur ce que vous faites. Donc vous n'êtes pas protégé, vous. C'est ça? Personnellement, moi, j'édite du mobilier, des objets déco. Je dépose les modèles que je crée, que je mets même en petite série. Je me fais des recours recommandés pour les protéger. Maintenant, quand quelqu'un vient et me dit, m'envoie une photo, je veux la copie de ce mobilier-là, etc., je dis non, je ne fais pas de copie. Parce qu'il suffit de tirer à peine la forme. Et après, on parle d'éthique et on parle... voilà, c'est... Mais comme vous avez ces questions apparaissent toujours dans des conférences sur l'impression 3D parce qu'il y a des malins qui l'ont fait avant et après, vous avez une éthique, vous n'en avez pas. Donc, vous décidez de combattre pour dire on reste dans la créativité. Moi, ce que je veux, c'est développer la créativité et c'est pas en faire de la copie à tout va. Après, Merci. Une dernière question? Moi, par exemple, j'ai un client qui va faire de l'impression 3D à Besançon. Et lui, son intérêt, c'est de faire des toutes petites pièces, style mon aspirateur est cassé, je vais chez lui, il me fait la pièce. Seb s'y met. Seb va diffuser tous les fichiers des pièces détachées de leurs objets pour pouvoir donner libre accès à réparer ces objets.
Donc ça, c'est aussi l'avenir à terme de l'impression 3D. Maintenant, il faut savoir que ça chamboule beaucoup les fabricants de machines de donner ces fichiers parce qu'ils ont investi dans des grands halls pour garder les pièces détachées stockées dans des grands centres logistiques avec du personnel et plein de choses. Ça chamboule beaucoup de choses. Avant, j'étais consultant en supply chain, donc je sais de quoi je cause. Et donc, ça chamboule beaucoup de choses. Et donc, ça prend le temps de venir. Mais voilà, Seb, qui est lyonnais, se met à faire ce genre de choses. C'est qu'on y arrive et c'est qu'on va arriver à des choses un peu plus... on va peut-être arrêter un peu l'obsolescence programmée des objets et c'est tant mieux. Merci. Une réaction, bien sûr. Oui, non, juste pour compléter sur la question des pièces détachées à demande, qui est un vrai axe aussi de développement, clairement. Il y a effectivement Seb qui se met sur ce concept. Nous, on travaille aussi sur, par exemple, avec l'industrie du luxe. Enfin, je ne vais pas trop dire l'industrie du luxe, mais enfin, en tout cas, des marques de luxe qui ont des problématiques, effectivement, de pièces détachées qui ne sont plus sourçables, qui n'existent plus. Et donc, il faut pouvoir, pour satisfaire le client, surtout dans ce domaine-là, il faut que la satisfaction client soit à 150%. Et donc, l'idée de l'impression 3D, c'est de redonner vie à ces pièces et donc de reconstituer un stock qui n'est plus sourçable. Voilà. Et ça, c'est un vrai développement, un vrai bénéfice aussi de l'impression 3D. Merci. Un dernier mot ? Oui, je vais juste amener un dernier mot sur ce sujet. Bon, j'ai une expérience de l'industrie. Je voudrais juste mettre un tout petit bémol là-dessus. Une pièce dans l'industrie, si vous avez une pièce sur votre voiture, c'est quand même important quand vous tournez le volant que les roues tournent comme prévu. Hein, vous voyez. Donc, ce qui veut dire qu'entre l'idée et la pièce, il y a eu ce qu'on appelle la mise au point. Hein, il y a des millions d'ingénieurs qui travaillent en France à faire de la mise au point. Et donc, ils font certainement quelque chose de très utile. Donc, une pièce n'est pas définie que par sa forme. Hein, donc, si on prend un embout d'aspirateur, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas une grosse valeur ajoutée. C'est pas très dangereux, on ne va pas blesser quelqu'un. Voilà, l'embout, il risque de coincer, il risque de pas monter, enfin, etc. Donc, quand on fabrique, à la notion de fabrication, il y a forcément la notion de mise au point. C'est incontournable. Hein, on a mis au point le produit. Donc dire, ben voilà, demain on va réparer les pièces, donc ça sous-entend qu'on va avoir des gens compétents, hein, parce qu'il faut comprendre, hein, si on est dans l'automobile, si on est dans le design ou autre, la problématique est différente, donc les gens vont avoir leur connaissance. Et donc si on veut faire ce qu'on appelle du re-engineering, de la rétro-conception plutôt, voilà, hein, dans rétro-conception il y a conception, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le produit. Donc est-ce qu'il y a des gens qui vont passer du temps pour créer des fichiers à fonction de telle ou telle machine, les mettre au point pour ensuite mettre des pièces détachées. Peut-être. Hein, donc si effectivement il y a un marché, ça se fera. Après, ils ne le feront pas forcément bénévolement, etc. Par contre, là où il y aura vraiment un gros changement dans la durée, c'est que, j'en parle en connaissance de cause, parce qu'on est en contact avec des gens qui ont vraiment des réflexions comme ça, c'est-à-dire qu'on va commencer à concevoir les produits pour que les pièces détachées soient faites en impression 3D. Et là, on va raisonner sur une durée de vie du produit on va peut-être l'allonger, hein, on va peut-être raisonner sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, et on dira, voilà, demain les pièces seront faites comme ça, et on va les concevoir en fonction de ça. Et le client, le consommateur, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui décide finalement. Mais il achètera tel ou tel équipement parce qu'il sait que là, il pourra se procurer des pièces, etc. Et voilà, et donc ça, c'est une tendance. Alors attention, ce n'est qu'une tendance, hein, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas une mutation qui se fait du jour au lendemain, mais on va progressivement vers ça. Hein. C'est certain. Merci les uns les autres en tout cas pour votre participation. Je regarde un petit peu dans le rétroviseur, il y a 30-40 ans, c'était le début de l'impression numérique. Il y a 4 ans, on avait fait connaissance. Il n'y avait qu'une seule machine me semble-t-il sur ce salon C-Print. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de passionnés sur cet univers. Je me dis que forcément, dans quelques années, et beaucoup plus vite qu'on ne pourrait le penser, ça va arriver et un peu bouleverser notre quotidien. C'est en tout cas souhaitable. On a évoqué un prix tout à l'heure. Encore une fois, je le répète, c'est complètement anecdotique. Mais je me dis que si demain, je devais faire une pièce unique chez moi, que je devais aller voir un sculpteur, que je devais aller voir un artisan d'art, peut-être que j'en aurais pour plus cher et que je l'aurais en tout cas beaucoup plus longtemps après. Donc c'est aussi peut-être là aussi que la révolution s'opérera. On va suivre ça de très très près et puis je vous conseille les uns les autres de vous rendre sur les stands des uns ou des autres pour aller encore une fois chiner et récupérer quelques petites informations. Merci pour votre attention, bon après-midi. Il y a encore plein d'autres choses. Le menu est assez varié et assez cocasse cet après-midi. Merci à vous, merci.